je prends mon tour de parole. Et après 2 mots d'économie comme je pourrais les dire, j'aurais non pas le rôle de l'historien, puisqu'aujourd'hui beaucoup d'historiens font de grands calculs pour aboutir à la conclusion que les soldats de la Révolution, par exemple, ont été recrutés dans le civil, mais je jouerai le rôle du philosophe au sens d'Auguste Comte, c'est-à-dire spécialiste des généralités. En plus clair, je crois qu'on peut parler de... C'est un peu plus long. C'est pas important ce que j'ai dit, franchement. Non, sérieusement, des généralités sur la crise. Des généralités sur la crise. C'était très rhétorique. Voilà. Quand même, lentement, qu'on puisse maintenant, suivre. promis. Alors, donc, 5 choses. Au point de vue économique, je crois que, comme on le disait au petit déjeuner avec quelques amis, il y a quelques textes fondateurs, mais un peu oubliés du marxisme, qui ont une actualité extraordinairement étonnante aujourd'hui. Je pense à la situation de la classe laborieuse en Angleterre d'Engels, que Marx cite abondamment dans le Capital, alors que c'est un livre qui date de 1845, c'est-à-dire un livre de jeunesse d'Engels. Engels parle de la saleté des rivières, des villes anglaises, pourries, polluées par les industries, tanneries notamment, de la baisse, de la perte de taille des ouvriers de génération en génération du fait de l'exploitation capitaliste, etc. Tout cela a à l'évidence une sorte d'actualité écologique qui est tout à fait extraordinaire et que ça n'avait pas autant dans les années 70 du XXe siècle. Actualité de Marx, il est bon de rappeler que Marx est, dans l'histoire des doctrines économiques, le seul à avoir affirmé aussi clairement que la crise est consubstantielle au capitalisme. Chez Ricardo, sauf erreur, on explique sans rire qu'évidemment il peut y avoir un petit flottement quand un capitaliste déplace son capital d'un secteur de production, la chaussure, vers un autre. Mais la crise en tant que telle n'est pas une maladie chronique, cyclique, inévitable du capitalisme, pour la plupart des économistes, Marx excepté. Je veux dire également que il serait peut-être l'occasion de signaler que les états du socialisme réel ont été caractérisés par des taux de croissance. Le taux de croissance est aujourd'hui le nombre d'or, le chiffre magique, des taux de croissance dont rêveraient tous les États occidentaux, notamment en ce moment, et que on a beau avoir parlé de stagnation, elle a bien existé, c'était tout de même des taux de croissance autour de 3-4% en Union soviétique dans les années 80, et la fin de la croissance, c'est le début de super démocratisation et de la perestroïka et le début de la fin. Ce n'est pas le socialisme, c'est l'abandon des principes socialistes qui est contemporain de la fin de la croissance en Union soviétique. Et enfin, pour ce qui est de l'économie superficiellement traitée, je crois qu'on sait, tout le monde sait, mais on ne parle pas finalement beaucoup de ce dont parlait Roland, la pénétration, bien sûr, des capitaux qui ont rapport avec l'armement, mais aussi qui ont rapport avec tout ce qui est mafieux, avec le trafic de la drogue, le commerce de la drogue, avec la pornographie. Sait-on que ce ne sont pas des amateurs un petit peu cochons qui font la pornographie à grande échelle. Le plus grand investisseur dans la pornographie, c'est la General Motors, qui met des milliards de dollars dans ce genre de production. Alors, en voiture? En voiture, bien sûr, en voiture et peut-être même en fusée. Alors, ce que je voulais dire tout à l'heure un peu longuement, c'est qu'évidemment, on peut se permettre, même si les historiens deviennent aujourd'hui des micro-spécialistes, des rapprochements avec d'autres époques de catastrophes. Et sans abuser de la parole, je pense donc au IIIe siècle avant Jésus-Christ en Grèce, la fin de la Grèce dans sa période classique.
Je pense à la fin de la République à Rome, au 1er siècle avant Jésus-Christ, à la fin de l'Empire, au 4e siècle après, et on trouve évidemment des symptômes communs. Alors cette impression que l'art est surprenant, qui va dans des directions totalement inaccessibles à la masse du grand public et même aux esthètes, on produit des tas d'objets artistiques qui ont pour fonction de surtout ne pas être esthétiques, qui se vendent à prix d'or, qui deviennent des objets essentiellement de spéculation. Au point de vue plus généralement culturel, cette impression que tout a été dit, que l'horizon est bouché. Cette culture de conférencier, comme dit Henri Irénée Marot, à propos de l'époque hellénistique, et cette culture de commentaires, de citations, cette manie d'ailleurs dans tous les secteurs d'activité de demander aux gens de parler de leur travail, de faire des rapports et de la gestion administrative de leur travail, ce qui les empêche de travailler. Tout ça, c'est un symptôme de crise finalement assez classique. On a vu la même chose plusieurs fois dans l'histoire, même si on n'avait pas les ordinateurs pour faire des milliers de pages inutiles en quelques semaines. Une minute, bonne Romain, j'ai bientôt fini, Rosa. Au point de vue économique, artistique, culturel, au point de vue moral, j'ai déjà évoqué ces désordres filmés et qui constituent l'initiation sexuelle de la plupart des adolescents et même des enfants désormais. Mais on lise Pétrone, le satyricon de Pétrone, qui est un peu postérieur à la fin de la République à Rome. Les phénomènes de gladiateurs devenus vedettes au même rang que nos joueurs de football à la fin de l'Empire, les désordres amoureux et la destruction de la cellule familiale également, c'est un sport national à Rome, la fin de la République, le divorce, et enfin, du point de vue religieux, et c'est mon dernier mot de généralité, Rosa, on constate également, pour ne pas changer, je pense encore à la fin de la République, une résurgence, une reviviscence des religions traditionnelles qui reprennent de la force dans ces époques, et une prolifération de sectes loufoques, de religions totalement folkloriques qui sidèrent un peu les contemporains. On voit par exemple à Rome arriver des prêtres qui se castrent, qui défilent en hurlant dans les rues, et certains poètes, Lucrèce l'épicurien par exemple, nous en parlent comme nous parlerions des dévots de Krishna qui défilent en plein Paris ou en plein New York. Bref, tous ces symptômes sont hélas assez classiques et ça m'intéressera un jour, après vous avoir imposé tout ça, de faire un petit article sur qu'est-ce que c'est que la crise en général et en quoi celle que nous traversons en rappelle bien d'autres qui se sont terminées en général assez mal. Isabel. I would say very little.